L'occasion de jeter un œil sur les nouveautés qui vont envahir les chambres de vos enfants, notamment la PlayStation. Je ne sais pas ce que c'est, mais Patrice Pelé et Claude Sicard, eux, le savent. Moi aussi je sais, car je fais partie de la génération qui a connu le lancement de la PlayStation. A l'époque, la dernière console 16 bits à la maison, c'était la Mega Drive, et vers le début des années 1996, bien entendu, je pensais à la Next Gen, et j'avais l'intention de prendre la 32X de Sega. Parce que seule la Mega Drive vous donne accès à la 32X. Et puis tout compte fait, non. Ce sera plutôt la PlayStation. Et je ne regrette pas car j'ai vécu une de mes plus belles années de gamer. Salut tout le monde, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs jeux auxquels j'ai joué entre 1996 et 2001. Car oui, j'en ai acquis d'autres par la suite et même récemment, mais j'avais envie de me concentrer sur cette période. Et je peux dire que le choix fut assez difficile de faire une sélection de 10 titres. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. On commence avec le premier qui, je pense, se retrouve dans quasiment toutes les listes des joueurs, le Tactical Espionnage Action Metal Gear Solid. Sorti en 1998, on y incarne Solid Snake, un agent spécial qui doit infiltrer la base de Shadow Moses en Alaska afin de contrecarrer les plans diaboliques des méchants terroristes qui occupent le complexe. Vos objectifs : libérer les otages, affronter le chef de l'unité Foxhound qui s'est rebellé et qui menace la Maison Blanche d'un tir nucléaire. Ah ouais, quand même! Rien que ça! Bon, tout à l'heure j'ai fait un résumé assez sommaire, mais son scénario est bien plus développé et riche en rebondissements. Le jeu possède une véritable mise en scène avec un sens du cadrage. Les phases d'infiltration, où quand tu étais détecté, tu pouvais te cacher et attendre la fin de l'alerte. Les phases d'action, où il fallait s'adapter à chaque ennemi et aussi à chaque boss pour trouver la bonne arme et utiliser son point faible. Qui se souvient du combat avec Psychomantis? Et puis tous ces petits trucs, comme fumer une cigarette pour voir les lasers, la séance de torture où c'est ton doigt qui souffre, le ketchup pour s'évader de prison, ou encore la fréquence radio derrière la boîte. Par conséquent, il n'y a pas un moment où l'on s'ennuie, car les mécaniques de jeu sont régulièrement renouvelées. Mince, je suis repéré, il faut que je me cache! Celui-ci, c'est clair, je l'ai choisi comme une évidence. Medieval. Sorti aussi en 1998, on suit les aventures de Sir Daniel Fortesque, un squelette en armure dont il lui manque la mâchoire inférieure et un œil. Non, je vais parler normalement, ça sera plus facile. Sa quête sera de se redorer le blason suite à sa mort honteuse sur le champ de bataille contre le maléfique sorcier Zarok. Celui-ci, 100 ans plus tard, ressuscite sans le savoir Fortesque. Ainsi, une nouvelle opportunité s'offre à lui pour devenir un véritable héros et accéder, là où vont tous les héros, au hall des héros. J'aime bien le médiéval, le fantastique et l'humour. Et là, ce jeu d'action et d'aventure regroupe le tout. On a un personnage super attachant, un peu grognon, parce qu'il subit régulièrement des blagues et des moqueries, peut-être maladroit, mais qui veut vraiment se racheter dans cette quête. Les décors étaient magnifiques et colorés dans un style à la Tim Burton. Avec un environnement complet, cimetière, champ d'épouvantail, vallée de potirons, ruines hantées, marécages, vaisseaux fantômes, etc. Ce qui était bien sympa aussi, c'était de pouvoir revenir dans les niveaux pour pouvoir les finaliser et obtenir les calices. Ces calices qui nous permettaient d'accéder à ce fameux hall des héros et ainsi acquérir de nouvelles armes plus puissantes. Ensuite, le troisième, Ace Combat 2. Celui-ci est sorti en 1997. Vous êtes un pilote d'une escadrille de chasse mercenaires travaillant pour des militaires pro-gouvernementaux. Sur le continent fictif d'Océa, des forces nationalistes et des militaires de haut rang se sont rebellés et ont fait un coup d'État en faisant main basse sur les infrastructures industrielles et militaires du continent. À vous de rétablir la paix. Le jeu est bien plus arcade que simulation.
Et le scénario n'est peut-être pas le plus original, mais quel kiff d'être aux commandes d'un avion de combat! Et puis ce deuxième opus améliore grandement le premier combat, avec des graphismes plus fins, plus d'avions mythiques achetés, il y en a 24 en tout, des missions très variées et prenantes entre escorte, destruction d'installations au sol, attaque de convois aériens et même de la filtration. Au cours de la partie, il est parfois proposé un choix entre 2 missions différentes, ce qui permet une rejouabilité. Ouais, une très bonne expérience de fun immédiat. Alors là, j'ai triché, c'est vrai, c'est pas un jeu mais 2 jeux avec Crash Bandicoot et Crash Bandicoot 2. Le premier Crash est sorti en 1996 et le deuxième un an plus tard en 1997. On y incarne un Bandicoot, un animal génétiquement modifié par le loufoque docteur Néocortex. Les jeux se découpent en une série de niveaux de plateforme principalement, mais aussi de courses à dos d'animaux, que Crash va parcourir afin de déjouer les plans de domination du savant fou. C'est un peu difficile de choisir plus l'un que l'autre, parce que le premier c'est la nostalgie qui parle, de par la découverte d'un nouveau personnage drôle et identifiable, et quand on imagine que Crash a failli devenir la mascotte officielle de la PlayStation. Un nouveau jeu de plateforme en 3D, avec la caméra placée dans le dos, ainsi que son univers plutôt loufoque. Mais qu'est-ce qu'il était difficile par moments! Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour passer le niveau, et si on voulait aussi acquérir toutes les gemmes. Le deuxième opus, quant à lui, réduit un peu cette difficulté, en le rendant plus accessible. Il donnait des graphismes plus fins aussi, et un nouveau personnage est introduit, Coco, la sœur de Crash. Ce sont donc des jeux très complets, avec une bonne durée de vie, si l'on veut découvrir tous les niveaux bonus qui sont parfois assez bien cachés. Des jeux avec une bonne durée de vie et aussi beaucoup de vie, parce qu'on se crache souvent avec Crash. Oui, Crash. On meurt souvent avec Crash. Donc on se crache avec Crash. Ici c'est pareil, j'ai sélectionné 2 jeux d'une même catégorie, mais d'un même studio, sur lesquels, non, c'est impossible d'en choisir qu'un seul. Command & Conquer et Alerte Rouge. Command & Conquer est sorti sur PC en 1995. Dans le futur, la confrérie du Node et le groupement de défense internationale se disputent le contrôle de la ressource essentielle qui recouvre plus de la moitié de la Terre, le Tiberium. Quant à Alerte Rouge, qui sort un an plus tard en 1996, son scénario est basé sur une uchronie. Albert Einstein met au point une machine à remonter le temps pour y faire disparaître un petit moustachu. Cependant, le changement entraîne maintenant un conflit entre les soviétiques et les alliés. Vous dirigez l'une ou l'autre faction, construisez une base, entraînez des unités, établissez une stratégie bourrin parfois et détruisez votre adversaire. Voici le principe d'un jeu de stratégie en temps réel qui fut pour moi une nouveauté, le premier auquel j'ai essayé. Bon, même si ce principe semble très sommaire, les missions étaient très variées et bien plus élaborées comme du sauvetage de civils, de l'infiltration, etc. Mais quand même ce gameplay était assez simple et pensé principalement pour son mode solo. Et l'aspect narratif n'est pas en reste, avec des briefings en FMV avec des vrais acteurs. Et ça, c'était juste phénoménal à ce moment d'avoir des séquences pareilles. On adorait ce côté nanar. Da, camarade. Je présente le jeu suivant. Ah, ce jeu. Ouais, que de souvenirs. Legacy of Kain, Soul River. Sorti en 1999, vous jouez Raziel, lieutenant vampire et bras droit du seigneur Kain. Pour avoir transgressé une loi, ne jamais muter avant le maître, Raziel est banni et jeté dans l'abîme des morts, le condamnant à une souffrance éternelle. Ressuscité sous forme de spectre 1000 ans plus tard par une entité mystérieuse, il n'aura plus qu'une seule idée en tête. Se venger de Kain. Ce jeu était une prouesse technique à sa sortie. La possibilité de passer d'un monde physique à un monde éthéré en temps réel et sans temps de chargement. Cela permettait de modifier le level design et d'y incorporer des puzzles. On parcourait les ruines du monde de Nosgoth à la façon d'un Metroidvania, progressant d'une région à une autre après avoir acquis les pouvoirs des boss vaincus. Et l'un des points forts majeurs, je dirais, de Soul River, c'est son écriture et son ambiance, qui permet une immersion très forte dans ce monde de Nosgoth et dans son intrigue. Avec des personnages charismatiques, et son anti-héros, Raziel, ou même Kain, qui en font des personnages très complexes. Ces deux-là, c'est impossible de les séparer. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les Chevaliers de Baphomet et les Boucliers de Quetzalcoatl. Les Chevaliers de Baphomet, sortis en 1996, vous introduit George Stobart,
un Américain en vacances à Paris. Alors qu'il déguste un café en terrasse, il est témoin d'un attentat commis dans ce café par un clown. Poussé par la curiosité, il se retrouve embarqué dans une aventure teintée de mystère et de conspiration en rapport avec l'ordre des Templiers. Et les boucliers de Quetzalcoatl sort l'année suivante en 1997. Cette fois-ci, vous vous retrouvez à devoir sauver Nico qui a été kidnappé au cours d'une enquête sur un trafic de drogue. Mais aussi à faire face à une nouvelle conspiration qui souhaite le retour d'une divinité maléfique maya. Comme pour Command & Conquer, je découvrais ici un nouveau type de jeu, le point and click. Des complots, des secrets sur fond de mystères templiers, une vieille légende maya, mais aussi une chasse au trésor évoquant la piraterie dans les Caraïbes. Des thèmes qui font la force de scénarios captivants et nous font voyager aux quatre coins du globe. Les dialogues sont bien écrits et bourrés d'humour, et tous les personnages rencontrés durant les jeux sont hauts en couleur. Et puis les développeurs ont fait preuve d'une grande imagination pour mettre à rude épreuve les ménages, car chaque endroit réserve son lot d'objets et d'énigmes ainsi que des mécanismes cachés. Oui, comment ne pas citer celui-ci qui est comme une évidence, le premier Tomb Raider. Sorti en 1996 par le feu studio Core Design, vous allez suivre la première aventure de Lara Croft. Celle-ci est engagée par la directrice d'une compagnie, Natlas Technologies, afin de retrouver un objet provenant de la mystérieuse Atlantide. Vous parcourez alors des temples perdus au Pérou, en Grèce et en Égypte afin de mettre la main sur les 3 morceaux de cette antique relique. Et vous, je vous pose la question, comment avez-vous vécu le phénomène Tomb Raider dans les années 90 ? Pour ma part, même si Lara Croft n'est pas le premier personnage féminin du jeu vidéo, mais qu'elle a eu un impact significatif dans la série et aussi mondial, c'est avant tout pour ce qu'il est, un jeu d'aventure tout en 3D. C'est une atmosphère si particulière que de partir explorer, fouiller des tombeaux antiques à travers le monde, résoudre des énigmes, éviter des pièges et aussi une faune sauvage à affronter. C'était comme ce passage, qui était assez spectaculaire et qui en avait trempé plus d'un. Peut-être que ça va étonner certains, mais dans ma liste, j'ai choisi aussi le jeu Fade to Black. Le jeu a été édité en 1995 sur PC, puis en 1996 sur PlayStation et fait suite au jeu Flashback. Après avoir dérivé pendant 50 ans dans le vide spatial à bord d'un vaisseau, Conrad est réveillé de sa cryogénisation, puis est capturé par les Morphes, la race extraterrestre qu'il combat. Incarcéré dans une prison sur la Lune, un mystérieux homme vous aide en ouvrant votre cellule. J'ai mentionné Tomb Raider tout à l'heure, mais Fade to Black est mon premier jeu d'aventure en 3D. Donc évidemment, c'est une claque pour moi à ce moment-là. Je m'en souviens encore, c'était un des tout premiers jeux que un de mes frères avait ramené à la maison un week-end. On avait inséré le CD dans la console, et puis... Rien que pour ça, j'ai adoré, ça plante déjà l'ambiance science-fiction et oppressante. Le gameplay était fondé sur un mélange d'action, de dialogue, d'énigmes et d'exploration. Immersif aussi, avec une bande-son qui évoluait suivant l'action présente. Et l'intrigue du jeu était agrémentée de nombreuses cinématiques en images de synthèse, dont, chose amusante, chaque façon de mourir avait une séquence différente. Non, pas moi, j'ai pas fini la vie. Et pour finir, c'est pas un jeu, ni 2 jeux, mais 3 jeux d'une même franchise. Là aussi c'est pareil, c'est pas possible de les séparer, c'est tellement d'heures passées dessus. Les Final Fantasy 7, 8 et 9. Je ne vais pas faire un résumé pour chaque jeu, ça serait trop long. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en faire une vidéo spéciale dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des JRPG développés par Square et sortis en 97 pour le 7, en 99 pour le 8 et en 2001 pour le 9. Les jeux comportaient à chaque fois plusieurs CD, et c'était des monuments ainsi qu'une vitrine technologique pour la console PlayStation. Ils présentent des univers cohérents, soit contemporains, science-fiction ou médiéval fantastique, où à chaque fois la magie est omniprésente. Les décors sont ultra fouillés, et les jeux possèdent des mécaniques de combat qui diffèrent d'un épisode à un autre, le tout accompagné de musique magnifique et inspirée. Final Fantasy, c'est tout ça à la fois, et par conséquent, c'est des dizaines et des dizaines d'heures passées dessus. Et voilà, je termine ici. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, certains titres, ça a été assez difficile à les choisir, quant à d'autres, ça a été plutôt une évidence. Et c'était cool de se remémorer tous ces instants de jeu sur cette console, parce que pour moi, ça a été une transition majeure dans ma façon de jouer ou de percevoir les jeux vidéo.
Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi aussi quels sont vos jeux PS1 que vous avez aimés, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Et moi je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine.